Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Pour combattre cet islamo-fascisme, puisque c'est ainsi qu'il faut le nommer, l'unité doit être notre force. Il ne faut céder ni à la peur, ni à la division. Mais il faut en même temps poser tous les problèmes. Combattre le terrorisme, mobiliser la société autour de la laïcité, combattre l'antisémitisme. Prononcé le 16 février 2015, soit quelques semaines après les attentats meurtriers commis contre la rédaction de Charlie Hebdo par des djihadistes, la déclaration du Premier ministre français Manuel Valls reprenait un lieu commun dont la floraison est indubitablement postérieure au 11 septembre 2001. 5 ans plus tard, l'islam se retrouve lexicalement associé à une idéologie honnie, lorsque le 22 octobre 2020, au lendemain de la décapitation de Samuel Paty, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer évoque les complicités intellectuelles du terrorisme, précisant: ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme fait des ravages. Il fait des ravages à l'université, il fait des ravages quand l'UNEF cède à ce type de slogan, il fait des ravages quand dans les rangs de la France insoumise, vous avez des gens qui sont de ce courant-là et s'affichent comme tels. Ces gens-là favorisent une idéologie qui ensuite, de loin en loin, mène au pire. Les textes qui suivent sont issus du colloque « Extrémisme ouest-européen et monde arabo-musulman. Rapprochement stratégique et convergence idéologique, de l'entre-deux-guerres à nos jours. Des bornes chronologiques respectées pour l'essentiel par les communications. » Organisé à Grenoble les 29 au 30 septembre et 1er octobre 2011 par le Centre de recherche et d'histoire de l'Italie et des pays alpins, Grenoble 2, et l'Institut d'études politiques de Grenoble, il entendait apporter quelques profondeurs de champ dans un débat trop souvent marqué par le déni ou, pour reprendre un terme démonétisé, l'amalgame. Le délai entre la tenue de cette manifestation académique et la publication des contributions peut apparaître comme déraisonnable, et les auteurs sont conscients du fait que certaines tendances observables 10 ans plus tôt peuvent se trouver infléchies par la force des choses. Nous avons néanmoins conservé la version originale tant il est vrai que, pour reprendre la formule de Jean-François Revel, la lucidité rétrospective et le courage rétroactif sont l'une des formes de la connaissance inutile. Chère à Revel, la notion de totalitarisme a été parfois réquisitionnée pour assigner l'une ou l'autre mouvance extrémiste à résidence antidémocratique. À gauche, elle demeure parfois entachée du soupçon d'anticommunisme, d'où le recours à la notion d'islamo-fascisme. Celle-ci est elle-même souvent répudiée au profit du seul adjectif fasciste, chez les rédacteurs de Charlie Hebdo. L'Association française des contemporanéistes y recourt aussi, qui affirme au lendemain de l'attentat contre les caricaturistes: la liberté d'expression constitue le cœur de la démocratie. Tous ceux qui, par la répression étatique ou par la violence des armes, s'efforcent de la tuer portent un même nom, fasciste. L'assimilation islamisme-fascisme est en fait généreusement prodiguée d'un bord à l'autre de l'échiquier politique. Si l'expression fait partie du prêt-à-porter lexical de la présidente du Front, puis Rassemblement national, on peut la retrouver dans les colonnes de l'Humanité sous une photo du Bataclan martyrisé. Telle qu'elle, elle a été notamment mise en avant en 2003 par l'administration Bush au lendemain de l'éviction de Saddam Hussein. En tant qu'élément de langage, elle présente l'avantage de rattacher la dénomination de l'ennemi à une tradition libérale démocratique. Bien plus, en France notamment, elle vise à désamorcer l'accusation d'islamophobie, voire à s'inscrire dans une mémoire résistante de gauche, longtemps supposée inattaquable sur le plan du racisme. À vrai dire, pendant les années de guerre froide, le monde arabo-musulman, s'il était considéré comme un enjeu entre les deux blocs, était globalement perçu comme écartelé entre deux formes de modernité, ce qui, ipso facto, excluait le recours à ce type d'étiquetage, le terme fascisme visant alors à souligner le caractère réactionnaire de l'objet visé. Pourtant, avant même 1989, mais peu après la révolution iranienne et l'intervention soviétique en Afghanistan, dans une étude de 1981 consacrée à la grande figure panislamiste et nationaliste arabe Chekib Arslan, l'historienne Juliette Bessy soulignait les obstacles rencontrés par les historiens à traiter des relations entre fascisme, nazisme et monde arabo-musulman. Toute recherche sur ces questions courait en effet le risque d'apparaître comme une identification, une accusation implicite ou explicite de complicité, ou tout au moins de contradiction,
qu'il convenait d'esquiver par la négation, l'occultation ou la minimisation. Ces lignes étaient écrites à une époque où les thèmes de l'islamisme radical, voire de la menace terroriste, étaient loin d'occuper la place qui fut la leur après l'assaut mené contre les Twin Towers de New York. Elles dataient également d'un temps où le nationalisme palestinien et la visibilité de l'islam en Europe ne bénéficiaient pas de la même ferveur médiatique. C'est dire que les difficultés signalées il y a près de 40 ans, loin d'être dissipées par l'érosion des générations, demeurent redoutablement présentes. À ceux qui voient dans les liens entre Troisième Reich et Grand Mufti la démonstration de la porosité des frontières entre antisémitisme et antisionisme, d'autres répliquent en dénonçant dans la mise en exergue d'une prétendue convergence des totalitarismes verts et bruns, la manifestation savante d'une islamophobie ordinaire. À cette amplification des tendances alors observées par Juliette Bessy, il convient d'adjoindre un bouleversement qui, à la différence de ces dernières, était largement imprévu à l'époque, à savoir l'implosion du système communiste international. De ce fait, les États-Unis sont devenus l'ennemi principal pour nombre d'extrémismes de droite, à l'instar des anti-impérialistes des divers rameaux issus de la souche bolchevique. Dans ce contexte, l'islamisme politique a pu apparaître pour les divers extrémismes européens, comme un éventuel allié contre la globalisation libérale conduite à leurs yeux par Washington et relayée au Proche-Orient par Israël. Ce changement d'époque nous a dès lors paru également propice à un retour sur les relations nouées depuis la guerre froide, entre ceux qui se réclamaient du marxisme-léninisme et les courants du monde arabo-musulman hostiles à ce que l'on appellera, faute de mieux, l'Occident. Et comme dans toute alliance il faut être deux, au moins, notre approche s'est efforcée de prendre en compte les usages arabo-musulmans des extrémismes européens, perçus à la fois comme des dissidents de l'impérialisme mais aussi nolens volens comme partie intégrante de l'univers occidental. Ces rapprochements ont notamment été à la source de l'usage public et parfois savant du terme islamo-gauchisme, faisant polémique entre ceux Pierre-André Taguieff, Pascal Bruckner, Jacques Julliard, qui y voient une dérive malheureuse d'une certaine gauche antiraciste, indigéniste et antisioniste, et ceux Edoui Plenel, Rokhaya Diallo, Shlomo Sand, qui dénoncent dans son emploi une agression verbale à l'encontre de militants progressistes. Dès lors, ces derniers n'omettent pas de faire un parallèle avec le terme de judéo-bolchevisme, utilisé dans les années 1930. La réplique est de bonne guerre sur un plateau de télévision, bien qu'elle néglige le fait que les usagers de la formule voyaient dans le bolchevisme l'une des manifestations de la judéité. Rares sont ceux qui, à l'inverse, seraient prêts à faire du gauchisme un fruit du monde musulman. L'acuité des polémiques et la difficulté de la tâche ne sauraient être, pour les historiens et les politologues, des raisons suffisantes pour abandonner le terrain de la connaissance à ceux qui sont les plus intéressés à la mobilisation du passé, au service d'intérêts présents. Sans naïveté, mais aussi sans timidité, il nous semble que nos disciplines tiennent dans une recherche sur les liens entre extrémisme politique et monde arabo-musulman ce qu'il est convenu d'appeler un beau sujet, susceptible d'approches diversifiées. Le domaine est vaste, et les concours sont bienvenus, qu'ils émanent de praticiens du politique, du culturel ou des relations internationales lato sensu, c'est-à-dire englobant les emprunts et réflexions idéologiques, ou encore les ententes tactiques ou stratégiques entre entités jugées a priori peu faites pour s'entendre. Sous bénéfice d'inventaire, cet ouvrage collectif constitue une première, non seulement de par l'ampleur géographique du domaine couvert, Allemagne, Italie, France, Maghreb, Mashrek, mais aussi du fait de la variété des forces politiques concernées, aux deux extrêmes du spectre politique. La périodisation retenue permettant à la fois d'obtenir la profondeur de champ nécessaire à la mise en perspective du tournant de 1979, Iran, Afghanistan, Arabie Saoudite, année pivot pour un sujet qu'il est tentant de qualifier d'épineux, en une démarche valorisante pour le chercheur. Toute précaution prise, il n'en reste pas moins que certains épisodes demeurent clivants. La rencontre entre Hitler et le grand mufti de Jérusalem le 28 novembre 1941, et la présence de ce dernier à Berlin jusqu'en 1945 font indéniablement partie de ces derniers. Cette liaison dangereuse continue à fournir des munitions aux partisans de la thèse d'une grande proximité entre nationalisme arabo-musulman et idéologie antisémite. Le pont établi entre les époques est d'ailleurs établi et assumé par l'extrême droite allemande des années 1960 à 2000,
dont l'islamophilie et l'antisionisme perpétuent un héritage nazi dont elle veut retenir le défi anticipateur porté à l'impérialisme et au globalisme anglo-saxon. Huey Bach. Le nazisme aurait-il mené une guerre contre l'Occident ? Pour reprendre le titre du livre, paru à Londres en 1939, du philosophe hongrois Aurel Kolné ? Une guerre qui lui aurait valu des renforts au Moyen-Orient dans la mesure où il aurait été perçu comme un occidentalisme, au sens symétrique des ' orientalisme, soit un regard dépréciatif porté sur l'Occident et ses valeurs, concept dont on peut rappeler qu'il a été forgé par le philosophe gaucho-islamiste égyptien Hassan Hanafi Dominique Avon. L'itinéraire de Sigrid Unke pourrait l'accréditer. Islamologue ayant acquis une renommée internationale en 1960 grâce à un livre, Le soleil d'Allah brille sur l'Occident, qui fut une référence pour de nombreux tiers-mondistes, cet auteur y recycle, transformé, les postulats d'une thèse soutenue à Berlin en 1941 dans le cadre de l'Ahnenerbe de la SS. Proche de Himmler, Sigrid Unke appelait alors la culture européenne à se libérer du judéo-christianisme, texte caché des analyses islamophiles des années 1960, Carla Poewe. La politique nazie à l'égard du monde arabo-musulman a en effet été récemment réévaluée dans le sens d'une relation plus organique. Si l'on ne doit pas bien sûr sous-estimer l'héritage de la politique impériale d'avant 1914, l'Allemagne comme seul État à s'opposer à la France et l'Angleterre également colonisatrice, qui dicte une politique étrangère réaliste, chez les diplomates ou au sein de l'Abwehr de Canaries, de concurrence des deux puissances mandataires au Moyen-Orient, Chantal Metzger, on insiste de plus en plus sur l'ampleur et l'impact de la propagande idéologique mise en œuvre par le Troisième Reich. Mettant l'accent moins sur le racisme biologique que sur l'anti-judaïsme, le juif stigmatisé par Mahomet et l'anti-impérialisme, le juif sioniste allié des plutocraties, cette propagande aurait diffusé et acclimaté dans la région la thèse du complot juif, ce qui expliquerait la centralité de ce thème dans l'extrémisme moyen-oriental après 1948, Matthias Kunzel. Sans qu'il faille peut-être exagérer les usages des matériaux antisémites européens, le protocole des sages de Sion notamment, au sein des partis Baas et du mouvement palestinien sensible aussi à d'autres références culturelles et politiques, Olivier Carré. Une concurrence, plutôt qu'un pluralisme, également à l'œuvre chez les nationalistes algériens dont les relations avec le mouvement communiste international ont fait jusqu'ici l'objet de travaux plus substantiels que celles plus tardives, nouées avec le fascisme et le nazisme, Guy Pervillet. La situation totalitaire moyenne-orientale est-elle alors le résultat des imaginaires idéologiques des observateurs occidentaux, et pour tout dire, une manifestation de leur inépuisable orientalisme ? Un imaginaire totaliste ne peut-il surgir de l'interprétation idéologique du texte religieux ? Antonio Elorza. Peut-on aborder les problèmes du monde arabo-musulman et les solutions politiques extrêmes qui y eurent cours ? Stéphane Courtois. Avec des matériaux issus des processus européens des années 1930 à 1950 ? Au sein d'un ensemble inflationniste de références totalitaires, le cas du régime irakien des années 1970 à 1980 est riche d'intérêt car se bousculent trois types d'interprétations. Bernard Brunto. Celle qui liste les critères immédiatement visibles, parti, chef, idéologie, terreur. Celle qui privilégie les transferts de savoir-faire de techniques répressives, baasisme, stalinisme. Celle qui entend établir une filiation génétique entre les idéologies, baasisme, fascisme. Dès lors, la recherche des acclimatations indigènes des extrémismes occidentaux ne saurait à elle seule apaiser la curiosité. Elle doit être couplée à une étude des analyses développées et des politiques conduites par les forces et les régimes situés, en Occident, aux deux extrémités du spectre politique. Pour la période considérée, Lénine et ses héritiers ont été chronologiquement les premiers à devoir passer de la théorie à la pratique. Ils ont cherché à nationaliser, à la mode soviétique, les populations musulmanes placées sous leur autorité, et le retour sur cette expérience n'est pas inutile pour mieux comprendre l'évolution des relations interethniques dans l'actuelle Fédération de Russie et de façon générale, les mutations de l'identité nationale russe, Yuri Teper. Et dans les terres de mission du communisme, la Troisième Internationale ne pouvait manquer de tenir compte de cette expérience dans sa propagande. Pour autant,
le Comintern ne se contente pas de proposer les solutions soviétiques aux musulmans en but à la domination impérialiste. Avec la souplesse caractéristique de ses idéologues, l'Internationale communiste met au service de son projet révolutionnaire une rhétorique et des tactiques diversifiées, de l'appel à la révolte anticoloniale, quand bien même celle-ci prendrait la forme de pogroms, jusqu'aux invocations religieuses peu familières à sa culture politique d'origine. Philippe Buton. Moins enclins à la surenchère nationaliste que les staliniens, les enfants de Trotsky rejoignent ces derniers dans leur capacité à décrypter derrière les références coraniques des acteurs la colère anti-impérialiste. De fait, ceux qui se revendiquent de la 4e internationale apprécient à sa juste valeur le tournant iranien de 1979, sans pour autant pouvoir en détourner l'énergie au service de leur démarche subversive. En France plus particulièrement, leur volonté d'accompagner les dynamiques postcoloniales se heurte encore à d'importantes réticences dans les rangs militants. Yves Santamaria. Le cas des trotskistes pablistes confirme l'effet clivant de la prise en compte de l'islam par les acteurs politiques français, à la fois entre extrémisme de droite et de gauche mais également à l'intérieur de chaque camp. Le caractère inédit des problèmes interdit en effet le recours aux argumentaires traditionnellement accent aigu GRE accent aigu NE accent aigu S dans le champ social ou encore dans celui de la guerre et de la paix. En 2011, les épisodes du printemps arabe, ou encore celui de la guerre menée contre le régime libyen de Mouammar Kadhafi, illustrent ces difficultés à penser en dehors des cadres qui structuraient de longue date les imaginaires politiques. Si, dans le rôle de la cible à abattre, les dirigeants en place constituaient des morceaux de choix, il devenait plus difficile de s'identifier aux forces qui en vinrent à bout. Vincent Tournier. Mutatis mutandis, l'Europe, et la France en particulier, avaient connu en 1956 lors de la crise de Suez une configuration comparable. Comment se situer en effet dans un conflit opposant des puissances incarnant le colonialisme et un chef d'État musulman dont le nationalisme ne laissait pas d'interpeller une gauche encore marquée par la reculade de Munich et indisposée par le tropisme totalitaire, voire néo-nazi, prêté au colonel Nasser, Jean-William de Rémet. Le réemploi à propos de l'actualité de grilles de lecture supposées adaptées au décryptage du passé a de beaux jours devant lui. Et les risques d'inadaptation sont d'autant plus élevés que le phénomène observé présente des caractères nouveaux, que l'on considère les acteurs ou encore le contexte qui les voit évoluer. Le commentaire à chaud par la gauche radicale des massacres djihadistes commis à Paris en 2015 semble bien justifier une nouvelle fois les craintes et scrupules exprimés à cet égard par les historiens. Pour autant, il n'est pas interdit à ces derniers de s'essayer à commenter à chaud les réactions des contemporains d'un événement. Sylvain Boulouk. Contrairement à l'extrême gauche, la situation coloniale a limité les effets du tropisme arabo-musulman sur les droites extrêmes. Avant même que l'hypothèque ne soit levée, le courant nationaliste révolutionnaire n'hésita pas à voir dans le développement des régimes autoritaires du Proche-Orient la confirmation de l'actualité des solutions politiques inspirées du fascisme. De surcroît, l'importance accrue de la question palestinienne lui parut de nature à mettre fin à son isolement national et international. Surtout, la montée de l'antisionisme lui permettait de satisfaire au prix d'un aggiornamento rhétorique, ses pulsions antisémites encore vivaces. Nicolas Lebourg, Stéphane François. Les adeptes de cette mouvance se retrouvent souvent aujourd'hui dans une posture de mise en garde des droites radicales contre la tentation de l'islamophobie, attitude qui peut aller jusqu'à la valorisation de l'islam face à un Occident judéo-américain. Souvent circonstancielle et polémique, cette attitude peut se nourrir des élaborations théoriques de Claudio Muti. Authentique intellectuel, celui-ci mène une activité métapolitique conjuguant dans une perspective anticapitaliste, attachement à une forme spécifique de l'islam et dénonciation véhémente de la subversion hébraïque. David Bisson. Si la légitimité de l'étude des périphéries n'est plus à établir, elle ne saurait pallier les insuffisances de la recherche sur les acteurs majeurs. Ainsi, l'étude des relations entre le régime institué par Mussolini en 1922 et le monde arabo-musulman a-t-elle constitué, jusqu'à la fin du siècle dernier, l'un des angles morts de l'historiographie. Le renouveau est venu des historiens étrangers, et n'a pas manqué d'entrer en résonance avec la prise en compte italienne de la dimension révolutionnaire du fascisme.
Les polémiques qui accompagnent ordinairement l'évolution des paradigmes interprétatifs se nourrissent dès lors de l'attention désormais portée aux questions coloniales dans un monde où les brassages de population et de culture réinterrogent la notion de citoyenneté. Olivier Faurlin. Si les actuelles sociétés démocratiques sont confrontées à ce problème, le régime fasciste ne le méconnaissait pas totalement. L'étude de sa gestion par la puissance occupante en Libye nous éclaire sur la dimension universaliste d'une idéologie qui a pu ainsi apparaître, malgré les dénégations mussoliniennes, comme un article d'exportation. Mais elle permet également de dessiner les limites du syncrétisme fasciste. Entre ethno-différentialisme, racialisme et fascisation de l'islam et des musulmans, le régime, s'il s'est signalé par sa capacité à rechercher des réponses adaptées au lieu et au moment, a toujours conformé celle-ci à l'idée qu'il se faisait de ses intérêts. François Dumasy. Bernard Brunto, Yves Santamaria. Première partie, l'ennemi de mon ennemi. La Troisième Internationale et le monde arabo-musulman. Philippe Buton. L'importance de la presse dans la culture politique du communisme classique justifie d'utiliser l'organe officiel de l'Internationale communiste, la Correspondance internationale, pour analyser la perception du monde arabo-musulman par le mouvement communiste international. La Correspondance internationale est un bi-hebdomadaire, généralement composé de 12 pages. Elle est éditée en Europe occidentale, mais elle se veut une publication généraliste, traitant aussi bien de la situation en URSS, dans les pays capitalistes ou dans le monde colonial. Entre sa création, octobre 1921, et sa disparition, août 1939, cet organe de presse a publié environ 26 000 articles, 25 791 pour être précis. Pour l'analyse, j'ai retenu tous les articles dont le titre comportait soit le mot arabe, soit le nom d'un pays arabe, soit une appellation géographique renvoyant au monde arabo-musulman. L'hypothèse de base est que le nombre de ces articles reflète l'importance de cet espace géopolitique dans les préoccupations du Comintern. Naturellement, il faut toutefois tenir compte du fait que la volonté planétaire des rédacteurs de la Correspondance internationale reste amendée par la localisation en Europe de ses bureaux, d'abord à Berlin puis à Vienne et enfin à Paris, ainsi que par l'appartenance au monde européen de la grande majorité de ses rédacteurs. La plupart d'entre eux sont des fonctionnaires de l'Internationale, des cominterniens généralement peu connus, beaucoup écrivant du reste sous pseudonyme ou anonymement. Parmi les rares noms célèbres, on relève le dirigeant allemand Karl Radek, Ho Chi Minh qui écrit 2 articles sous son vrai nom, alors orthographié Nguyen Quoc, ainsi que du côté français, Joanny Berlioz et Gabriel Péry. Pour autant, ce biais de l'appartenance des rédacteurs à l'univers culturel européen ne peut que marginalement pervertir cet indicateur des occurrences. Après un dépouillement exhaustif, mon corpus est constitué de 215 articles. Autrement dit, les articles traitant du monde arabo-musulman représentent moins de 1% des articles de la revue communiste, 0,8% exactement. Cette très faible place témoigne de l'importance limitée qu'occupe cet espace dans les préoccupations du Comintern. Toutefois, si la place du monde arabo-musulman demeure marginale pendant toute la période, elle oscille cependant entre 2 extrêmes, entre 0,2% et 2,4% par an, soit en chiffre absolu entre 1 et 33 articles publiés par an, confère tableau numéro 1 et graphique numéro 1. Tableau numéro 1. Les occurrences du monde arabo-musulman dans la Correspondance internationale. Nombres absolus, 1921-1939. Graphique numéro 1. Les occurrences du monde arabo-musulman dans la Correspondance internationale. Nombres absolus, 1921-1939. Pour tenir compte des variations dans la pagination de l'organe du Comintern, il est préférable de raisonner en nombres relatifs même si, dans ce cas, cela ne modifie qu'à la marge les ordres de grandeur, confère tableau numéro 2 et graphique numéro 2. Tableau numéro 2. Les occurrences du monde arabo-musulman dans la Correspondance internationale, nombre relatif, 1921-1939. Graphique numéro 2. Les occurrences du monde arabo-musulman dans la Correspondance internationale, nombre relatif,
1921-1939. Ces documents permettent de distinguer 5 périodes qui par hasard s'étendent toutes sur 4 ans, à l'exception de la première, confère tableau numéro 3. Tableau numéro 3. Périodisation de la moyenne des occurrences pour 1000. Les fortes différences de moyenne entre ces 5 périodes ne sont pas le fruit du hasard, mais reflètent les évolutions de la politique générale de la Troisième Internationale. Examinons ces différentes phases en gardant à l'esprit une question principale. L'islam possède-t-il un statut d'absolu dans la propagande communiste ? Autrement dit, la religion musulmane est-elle rejetée comme tout marxiste digne de ce nom condamne tout opium du peuple ? Ou bien l'appartenance de cette religion au monde opprimé par l'impérialisme lui confère-t-elle un statut spécifique ? La première période, 1921 à 1923, correspond à celle de l'offensive révolutionnaire du communisme international. Tous ces efforts sont alors concentrés dans 2 directions. L'Union soviétique pour obtenir puis parachever la victoire bolchevique dans la guerre civile, et l'Europe occidentale pour tenter une prise du pouvoir, en Allemagne en particulier. Ces 2 aspects prioritaires sont hors de notre sujet, mais ils ont comme résultante de diminuer d'autant la place accordée au monde arabo-musulman dans notre corpus. Pour autant, cet espace n'est pas totalement absent, et 7 articles peuvent être retenus. Les sujets les plus traités sont des ensembles régionaux, Proche-Orient et Maghreb, avec une attention particulière pour 2 pays, le Maroc et l'Égypte, confère tableau numéro 4. Ces articles nous permettent d'analyser la perception par le Comintern de cette sphère géopolitique d'une part, et de cette dimension culturelle et religieuse qu'est l'islam d'autre part. Tableau numéro 4, ordre des occurrences. La grande majorité des articles portant sur le monde arabo-musulman n'évoquent pas la question religieuse. Il s'agit d'articles dénonçant le colonialisme, y compris le colonialisme espagnol au Maroc, stigmatisant la répression impérialiste menée par les Français en Syrie ou par les Britanniques en Égypte ou en Irak, et soulignant les rivalités interimpérialistes qui risquent de déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. Toutefois, quelques articles évoquent la question religieuse. Pendant cette période, l'islam intervient de 3 façons totalement antinomiques puisque, selon les cas, l'islam apparaît comme un instrument contre-révolutionnaire, comme un élément réactionnaire ou comme un outil révolutionnaire. L'instrument contre-révolutionnaire potentiel que peut signifier l'islam, je le relève à une seule reprise. Encore convient-il de préciser que je mentionne cet article afin de présenter un tableau relativement complet, mais il n'appartient pas stricto sensu à mon corpus puisqu'il ne concerne pas le monde arabe. Il s'agit d'un article publié en août 1922, et qui évoque le risque d'un soulèvement religieux au Turkestan soviétique. L'article s'achève par ces mots. Le mouvement islamique initié au Turkestan par Enver Pacha a donc dégénéré en une intrigue de petits potentats musulmans et en banditisme de grande route. Après les derniers succès militaires de l'armée rouge et la pacification des esprits qui peut être considérée comme accomplie dans les centres du Turkestan, sa liquidation complète n'est plus qu'une question de temps. Deuxième aspect, l'élément réactionnaire que constitue l'islam, sous-entendu comme toute religion, je le relève indirectement dans un article rendant compte des débats qui ont eu lieu lors du 4e congrès de l'Internationale à la fin de l'année 1922. Précisément, il s'agit du rapport sur la question d'Orient présenté par le communiste Tahar Boudinga stigmatisant comme chauvine et colonialiste la position des communistes algériens qui refusent de soutenir les aspirations indépendantistes des Algériens au nom de l'argument de leur non-maturité politique, l'indice de cette non-maturité étant précisément leur attachement à l'islam. Le responsable de l'Internationale lit ainsi à la tribune du Congrès un extrait de la motion adoptée par la section d'Alger du PCF. L'émancipation des populations indigènes d'Algérie ne pourra être que la conséquence de la révolution en France. La masse indigène inculte, tenue en demi-esclavage depuis des siècles, fanatique et fataliste, patiente, résignée, soumise, pénétrée de préjugés religieux, ne conçoit pas actuellement sa libération, elle se contente d'aspirer à un mieux-être qu'elle croit réalisable par des réformes et par son accession à certains droits politiques. Aussi, point n'est besoin de faire maintenant de la propagande communiste ouverte dans le bloc algérien, point n'est besoin de publier dans la presse des appels à la révolte, ni de distribuer des tracts en arabe comme certains le recommandent. À l'inverse,
quelques articles soulignent l'outil révolutionnaire virtuel que représente l'islam dans la lutte anti-impérialiste. L'analyse que l'on peut percevoir en filigrane est la suivante. Au lendemain de la guerre mondiale, le monde est dominé par deux puissances impérialistes, la Grande-Bretagne et la France. Le statu quo ne peut profiter qu'à ces deux puissances qui, toutes deux mais de façon différente, ont le besoin impérieux de contrôler le monde arabe. Pour la France, il s'agit avant tout d'intérêts économiques, le pillage des colonies ou l'échange inégal pour parler en termes modernes. Le communiste hollandais Van Ravesteyn déclare ainsi, dans son rapport sur la question d'Orient présenté lors du 4e congrès de l'Internationale. Sans son hégémonie politique sur les peuples asiatiques, l'impérialisme est incapable de tenir. Pourquoi ? Parce que la libération des peuples orientaux signifie la cessation du tribut que ceux-ci paient au capital européen et l'impossibilité de l'accumulation du capital. Or, un arrêt de l'accumulation, c'est la mort du capitalisme. En ce qui concerne l'impérialisme britannique, celui-ci aurait, comme motivations essentielles, le contrôle du pétrole et de son acheminement et surtout, le contrôle de la liaison entre l'Europe et la perle de l'Empire, l'Inde, par le biais du canal de Suez et des autres routes stratégiques du Moyen-Orient. Dans cette vision géopolitique du monde arabe, tout ce qui peut remettre en cause le statu quo ne peut que déstabiliser la domination impérialiste et est donc objectivement révolutionnaire, indépendamment de la conscience de ses acteurs. Concrètement, deux mouvements doivent être utilisés comme des leviers révolutionnaires. Avant tout le nationalisme. À ce moment-là, le soutien au nationalisme dans les pays musulmans prend comme forme principale le soutien à la Turquie kémaliste, dont toutes les revendications sont soutenues, y compris la dénonciation du nationalisme kurde, perçu comme manipulé par l'impérialisme contre la Turquie progressiste. Mais aussi l'islamisme et le pan-islamisme. C'est encore lors des débats du 4e congrès, fin 1922, que cet élément apparaît en pleine lumière. Ainsi, dans la suite du rapport déjà cité de Van Ravesteyn, on relève ces phrases. Le mouvement qui s'est emparé du Proche-Orient et de tout le monde oriental, et qui doit lui donner la pleine indépendance politique est irrésistible. Les peuples orientaux s'efforcent d'obtenir non seulement l'émancipation politique, mais aussi l'émancipation économique. C'est cela qui est mortel pour le capitalisme d'Occident. Le mouvement panislamique a commencé depuis plusieurs dizaines d'années à s'étendre sur le monde islamique et fait disparaître les différences de race et de nationalité. Vis-à-vis du monde capitaliste, l'islam est capable d'une certaine unité, parce que le lien qui unit tous les musulmans est plus qu'une croyance, c'est un système complet, une civilisation avec sa philosophie, sa culture, son particulier sikh. Sa lutte séculaire contre le christianisme a fait de lui un tout organique conscient. Le rapporteur prolonge son propos de façon catégorique. Dans cette lutte formidable pour la libération politique de l'islam, c'est le devoir du prolétariat révolutionnaire de porter son attention sur ce qui se passe en Orient et d'accorder au mouvement tout l'appui moral et politique dont il est capable. Lors de ce congrès de 1922, pour la première fois, un discours est tenu en arabe, prononcé par un certain Chomil el-Arabi, qui est annoncé ainsi. Secrétaire du Parti communiste d'Égypte, il représente des millions de musulmans opprimés de langue arabe. C'est également à ce moment que l'Internationale met sur pied les deux congrès des peuples d'Orient, qui ont essayé de lier politiquement et organiquement le bolchevisme, le nationalisme et l'islamisme dans un front anti-impérialiste. Observons toutefois que le monde arabo-musulman n'est pas au cœur des préoccupations de ces congrès, le premier se concentrant surtout sur l'Asie centrale, et le second infléchissant l'attention vers l'Extrême-Orient et la Chine en particulier. Au demeurant, ce soutien à ces peuples colonisés, objectivement révolutionnaires, ne semble pas signifier qu'au fond d'eux-mêmes, les responsables communistes ne partagent pas la vision très négative des communistes algériens que j'ai retracée précédemment. Du moins est-ce ainsi qu'on peut interpréter ces paroles, prononcées à la tribune du 4e congrès par le bolchevique Safarov, un des responsables de l'organisation des congrès des peuples d'Orient. Le sort de la révolution prolétarienne contre l'impérialisme mondial dans les pays impérialistes avancés est étroitement lié au sort de la révolution coloniale dans les pays arriérés. Les troupes noires jouent un rôle prépondérant dans les desseins de MM.
Mitterrand, Poincaré et autres, en France, qui comprennent mieux que certains communistes la question coloniale, parce qu'ils savent bien que tous ces pays arriérés, s'ils ne sont pas touchés par l'esprit révolutionnaire, tous ces anthropophages peuvent être utilisés en faveur de l'impérialisme, contre la Révolution. Le fait majeur de la deuxième période, 1925 à 1927, reste le changement de braquet dans le traitement de la sphère arabo-musulmane. Sans devenir essentielle, celle-ci cesse d'être marginale. Avec 21,5 pour 1000, la moyenne de cette deuxième période est nettement supérieure à celle des autres phases, confère tableau numéro 3, et renvoie directement au tournant anticolonialiste qu'avait déjà repéré Annie Kriegel en 1964. Dans le même temps, nous relevons une nette évolution de la répartition géographique des centres d'intérêt de la revue communiste. Désormais, les principales occurrences sont des pays spécifiques, Maroc, Égypte et Syrie. La guerre du Rif reste la première grande affaire de la période. Il s'agit du conflit dirigé par Abdelkrim contre l'Espagne puis contre la France. Or cette guerre est directement reliée à l'analyse précédemment retracée, concernant l'islam objectivement révolutionnaire. Ainsi, le premier article consacré à la guerre française du Rif présente très favorablement à la fois Abdelkrim et l'islam. Abdelkrim compte avec la sympathie et la solidarité de l'islam, qui voit avec raison dans la guerre victorieuse soutenue par les Rifins contre les Espagnols une guerre d'indépendance. Au dernier congrès islamique qui eut lieu à Balgom, Inde, plus de 2000 délégués musulmans votèrent une motion de solidarité avec les Rifins. Abdelkrim reçoit chaque jour de nombreux messages du monde musulman et des sociétés secrètes de Londres et de l'Inde. De plus, le journaliste communiste ne se contente pas de soutenir la révolte dirigée par Abdelkrim, mais il la présente de façon extrêmement positive, loin de l'image d'arriération attribuée à l'islam par les communistes d'Alger en 1922. On a voulu présenter le mouvement d'Abdelkrim comme une révolte de sauvages. C'est une vieille coutume des impérialistes que de discréditer les mouvements libérateurs des peuples colonisés. Ces mêmes louanges sont par la suite réitérées. 294 000 cultivateurs et pâtres rifins, conduits par un chef d'un grand talent militaire, par cet Abdelkrim qu'une légende environne déjà et fait comparer à Kemal Pacha, ont en décembre dernier infligé aux Espagnols une nouvelle défaite. Cette position demeure globalement inchangée après l'intervention des troupes françaises. Dans les nombreux articles consacrés à la Seconde Guerre du Rif, la présentation favorable de l'islam est maintenue, mais sans ostentation. La première des deux mentions est la suivante. Ainsi que Doriot le déclara à la tribune de la Chambre française, tous les peuples musulmans ont les yeux tournés vers le Rif. Il aurait pu dire aussi que tous les peuples opprimés de l'Asie et de l'Afrique suivent avec un intérêt passionné les événements du Maroc. Quant à la seconde, elle dit que la révolution nationale commencée par Abdelkrim soulève l'enthousiasme de tout l'islam. En définitive, on demeure à mi-chemin entre la simple dénotation, désignant les populations concernées par un qualificatif culturel, et la connotation positive, musulmans devenant alors synonyme de peuple et donc d'opprimés. Cette même liaison entre nationalisme et islamisme est à l'œuvre dans un article écrit par Karl Radek sur l'Arabie qui se conclut ainsi. Plus l'Angleterre déchire politiquement l'Arabie en excitant une tribu et une secte religieuse contre l'autre tout en poursuivant l'unification économique de l'Arabie, plus elle contribue à unifier le mouvement national arabe, qui est sous la forte impression de la renaissance du monde musulman et de sa lutte pour l'indépendance. L'année suivante, les communistes tentent d'institutionnaliser partiellement cette collaboration entre eux et l'islam. Après l'abolition du califat en Turquie, l'Angleterre avait prévu de réunir un congrès musulman au Caire pour choisir un nouveau calife. Contre cette initiative, Ibn Seou, le dirigeant de l'Arabie, convoque un congrès alternatif à la Mecque où sont conviés des représentants de diverses communautés musulmanes dont celle de l'URSS. La correspondance internationale salue chaleureusement cette initiative. Ce congrès représente un pas en avant vers l'établissement du front anti-impérialiste en Asie occidentale et justifie complètement la méfiance des autorités britanniques à son égard. Une fois le congrès achevé, le compte-rendu publié par le journal demeure positif. Le congrès de la Mecque fut couronné d'un plein succès. Il doit constituer le premier acte efficace de solidarité du monde musulman,
au processus de développement politique et de libération nationale. À cette vision très positive d'un islam perçu comme virtuellement révolutionnaire, il convient cependant de mettre 2 bémols. Le premier est qu'à la différence des autres articles déjà cités, ce dernier article se termine par une précaution de taille, soulignant que tous ces mouvements musulmans n'ont rien à voir avec le mouvement prolétarien et le communisme, qu'il s'agit d'efforts de la petite bourgeoisie de ces pays, secondés par les masses de la paysannerie, et qu'il convient par conséquent de préserver l'indépendance organisationnelle des partis communistes. Le deuxième bémol peut être décelé dans une résolution du Parti communiste palestinien, également publiée en 1926 mais qui, elle, est d'une inspiration tout à fait différente. Analysant le mouvement national des Arabes comme un phénomène positif, elle relève les efforts sérieux du mouvement national arabe pour se libérer de la domination du pan-islamisme, et prenant l'exemple de la révolte syrienne, la résolution déclare « Quelle que soit la fin militaire de l'insurrection, victoire complète ou non sur les Français, la révolution contre la féodalité et l'islam a déjà vaincu les institutions féodales et patriarcales. » Naturellement, il est difficile de ne pas mettre cette résolution du Comité central palestinien en relation avec la composition de la direction de ce parti, totalement composé de communistes juifs. Cette question palestinienne est du reste la deuxième grande nouveauté de cette période. La première intervention traitant de la Palestine date de 1925, mais immédiatement, les articles se multiplient. Et ce jusqu'à la fin de notre période, allant même crescendo au fil du temps. Rang 5 des occurrences, puis rang 2, à nouveau rang 2 et enfin premier rang. Ce qui perdure également, c'est le discours qui lui est consacré. Dès le premier article sur cette question, les principaux thèmes de l'argumentaire sont fixés. La lutte oppose le mouvement d'émancipation nationale des Arabes aux impérialistes anglais et aux colonisateurs sionistes, ou aux agents sionistes de l'impérialisme, selon un autre article publié cette même année 1925. Et de 1925 jusqu'au début de l'année 1935, le discours est invariant, les sionistes étant qualifiés par exemple de gardes du corps de l'impérialisme ou de serviteurs de l'impérialisme britannique. Toutefois, à la différence d'autres articles traitant du monde arabe, la dimension religieuse de la lutte nationale palestinienne n'est pratiquement jamais évoquée. Le pari communiste étant l'effacement des divisions nationales et religieuses au sein d'une population fraternellement unie à l'intérieur d'une Palestine indépendante, les journalistes tentent d'atténuer voire d'effacer tous les ferments de discorde entre les Juifs et les Arabes. Naturellement, cette ligne de conduite devient de plus en plus délicate à suivre au fur et à mesure que des pogroms se produisent et que les affrontements intercommunautaires se multiplient. Un des premiers articles évoquant cet aspect du conflit, toujours en 1925, reporte la responsabilité des éventuels pogroms sur les sionistes. L'organisation sioniste qui est en Palestine comme dans tous les pays, entre les mains de la partie la plus réactionnaire de la bourgeoisie juive, poursuit une politique de provocation vis-à-vis de la population arabe. Très courageuse, si elle se sait protégée par les tanks et les aéroplanes de l'armée d'occupation anglaise, la bourgeoisie juive ouvre les hostilités contre le mouvement national arabe. Elle fait naître une haine intense parmi les populations indigènes, que les chefs nationalistes peuvent facilement inciter à des pogroms contre les travailleurs juifs. Cette question des pogroms passe au premier plan dans la troisième période, celle qui couvre les années 1928 à 1931. Pendant la troisième période, 1928 à 1931, l'attention portée au monde arabo-musulman décroît nettement puisque la moyenne des occurrences passe de 21,5 à 9,5 pour 1000. Et les zones qui retiennent l'attention des rédacteurs communistes deviennent l'Égypte, la Palestine et la Syrie. La grande nouveauté est la place très importante qu'occupe désormais la question palestinienne. C'est pendant cette période que se produisent les vastes massacres du pogrom d'août 1929, largement provoqués par la violente propagande antisémite des autorités musulmanes de Palestine. Les événements sont immédiatement relatés dans 4 articles. Le premier est signé par la Ligue anti-impérialiste, l'organisation théoriquement de masse créée par Willy Munzenberg 2 ans auparavant, en 1927. Dans un texte en 7 points, le début du texte est limpide. Un conflit sanglant, comme on n'en avait pas encore vu en Palestine,
vient d'éclater entre les indigènes arabes et la population sioniste immigrée, accourue en ce pays sur la foi de la célèbre déclaration de Balfour. Le soulèvement général des Arabes contre les sionistes est en fait une révolte contre l'esclavage économique et politique dans lequel les maintenait l'impérialisme britannique. Le point 2 déclare que leur mouvement a recueilli le soutien de tous les peuples arabes, et le point 3 affirme que la population arabe de Palestine considère fort justement le mouvement sioniste comme l'instrument principal de l'exploitation impérialiste de son pays. Puis, une fois l'approbation assénée, elle peut être nuancée dans 2 passages du document. Le point 4 reconnaît que les intrigues impérialistes ont réussi, tout comme dans les Indes, à donner à ces luttes économiques et anti-impérialistes le caractère de luttes religieuses et culturelles. L'impérialisme a donné des 2 côtés la direction du mouvement aux réactionnaires afin d'empêcher que les ouvriers et les paysans des 2 races ne s'unissent pour l'assaut contre l'ennemi commun, l'impérialisme britannique et ses agents sionistes. Et le point 7 conclut que la Ligue indique le danger qu'il y aurait pour les larges masses à être entraînées par les intrigues impérialistes à des luttes de religion et de race qui ne pourraient en définitive que renforcer les ennemis de la liberté. La livraison suivante du journal communiste contient un nouvel article intitulé « La vérité sur la Palestine » et qui se donne pour but de dénoncer un bien pauvre mensonge, à savoir qu'il s'agirait de la lutte entre l'islam contre Israël. La même livraison contient un compte-rendu d'une réunion des travailleurs juifs à Moscou à propos des événements de Palestine. Cette réunion a émis des protestations contre 3 choses. La politique provocatrice de l'impérialisme anglais poursuivie par le gouvernement MacDonald, la grosse part de responsabilité dans les troubles sanglants de Palestine qu'avait la Deuxième Internationale, et enfin, le rôle honteux de l'Organisation sioniste mondiale. En conclusion, la réunion salua la solidarité internationale des travailleurs arabes et juifs, puisque, achève le texte, on sait que ceux-ci ont manifesté en commun le 1er août contre l'impérialisme anglais. Après ces articles assez surréalistes du début septembre 1929, le silence se fait pendant une décade avant qu'un article soit publié dans le numéro 84 du 11 septembre. Sous le titre « Le massacre en Terre Sainte », signé des initiales JB comme souvent pour les papiers traitant de la Palestine ou du Proche-Orient, il est vraisemblable que cet article a été rédigé par Joseph Berger, qui était alors membre de la direction du Parti communiste palestinien. Si cette hypothèse est exacte, cet article paraît assez tragique dans son contenu. Il commence par révéler la nature du pseudo-soulèvement anti-impérialiste, à savoir un pur et simple pogrom. Ce soulèvement populaire, expression d'une fermentation longtemps réprimée et étouffiée du peuple musulman, surtout des masses paysannes bédouines, porta dans son premier stade, non pas un caractère anti-britannique mais anti-juif. Et l'article décrit, lui, la réalité du soulèvement. Les masses fanatisées de paysans et de bédouins dirigées par la bourgeoisie, les féodaux et le clergé musulman, attaquèrent en brûlant et en assassinant surtout les colonies de juifs pauvres sans défense, les synagogues et les écoles juives où elles commirent des carnages terribles. Dans l'école du Talmud à Hébron, 60 élèves juifs parmi lesquels aussi des enfants furent tués et mutilés. Dans la colonie Moza, une famille juive tout entière, femmes et enfants compris, fut froidement massacrée. Mais, volontairement ou non, le militant se sent obligé de ne pas terminer sur cette note sinistre, et il évoque alors une seconde phase qui aurait eu lieu, dirigée contre les Britanniques, ce qu'il appelle transformer un pogrom en une insurrection anti-impérialiste, puisque le but des Britanniques est de discréditer le mouvement national arabe, par ce qu'il appelle d'une expression ahurissante, des excès de pogrom. Après cet étonnant article, le silence se fait dans la correspondance internationale jusqu'en janvier 1930 et la publication de la résolution du secrétariat politique du comité exécutif de l'Internationale, autrement dit le sommet du Comintern, résolution sur le mouvement insurrectionnel en Arabistan, qui ne s'embarrasse pas de précautions oratoires. Le passage essentiel est le suivant. Le mouvement d'insurrection, bien qu'il ait éclaté à la suite d'une provocation anglo-sioniste à laquelle les réactionnaires arabes, les féodaux et le clergé, ont tenté de répondre par un pogrom, bien que dans la phase initiative ce mouvement se trouvât sous la direction réactionnaire, fut un mouvement d'émancipation nationale, un mouvement anti-impérialiste, pan-arabe et par sa composition sociale, un mouvement essentiellement paysan.
Cette résolution se termine par un passage, non publié à ce moment-là, qui dénonce la direction du Parti communiste palestinien qui a parlé de pogrom, ce qui témoigne d'une influence sioniste et impérialiste sur le parti, et la direction du parti est largement épurée et appelée à engager le tournant vers l'arabisation du Parti communiste. La quatrième période, 1932 à 1935, voit la baisse d'intérêt pour le monde arabo-musulman se poursuivre, la moyenne des occurrences chutant à nouveau de 9,5 à 3 pour 1000. Mais la répartition des occurrences demeure identique, cette période apparaissant comme une sorte de troisième période en réduction. Même le traitement des pogroms est identique. Cette fois-ci l'événement se situe en Algérie, à Constantine en août 1934, et il ne s'agit donc plus pour l'essentiel de juifs récemment immigrés. C'est le responsable communiste français, Johanny Berlioz, qui tient la plume et ses propos sont peu différents de ceux tenus en 1929 à 1930. L'argumentation est la suivante, 1. Il y a un mécontentement général, résultant de l'exploitation coloniale, 2. Les autorités détournent la colère populaire vers l'antisémitisme, 3. Mais il s'agit bien avant tout d'un soulèvement anti-impérialiste. Du reste, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, le même Berlioz revient sur les événements de Constantine quelques mois plus tard. Le pogrom est désormais euphémisé en théâtre de bataille sanglante, mais l'explication est martelée. On invoque ici toutes sortes de prétextes superficiels à l'agitation nord-africaine. Pan-islamisme et wahhabisme dressés contre la civilisation européenne, agissement de la propagande hitlérienne ou même de la Russie soviétique, etc. En réalité, nous sommes en présence du commencement d'un vaste mouvement anti-impérialiste. La seule nouveauté de la relation de 1934 à 1935 au regard de celle de 1929 à 1930 est que la tonalité antisémite du soulèvement est moins occultée que précédemment, et elle est attribuée en partie à la responsabilité de la propagande antisémite des groupes français d'extrême droite tels les Croix de Feu et l'Action française. Une ultime observation peut être faite concernant l'islam. Johanny Berlioz achève son premier article en relatant des manifestations de plusieurs dizaines de milliers d'Algériens. Or, de toute évidence, ces manifestations sont au moins partiellement de nature religieuse, protestant en particulier contre le contrôle policier des prêches dans les mosquées. Mais le responsable communiste choisit de ne pas relever cette composante religieuse du mouvement de protestation. Sur de très nombreux aspects, la cinquième période, 1936 à 1939, signifie une véritable rupture au regard des périodes précédentes. Le premier changement est quantitatif. Si, depuis 1928, le trend était orienté à la baisse pour terminer à l'étiage des années 1934 à 1935, 0,2% des articles, il s'oriente à la hausse à partir de 1936. Pour autant, la hausse demeure modeste, la moyenne des occurrences pour toute la période s'établissant à 6 pour 1000 contre 3 pour 1000 pour la période précédente. La deuxième rupture majeure concerne le ton général du discours portant sur le monde arabo-musulman. Sans entrer ici dans la question de la nature profonde de la stratégie communiste, remarquons qu'en termes de discours, l'offensive révolutionnaire cède la place à la défensive antifasciste. Ce changement majeur apparaît à la fin de l'année 1935, en novembre exactement, à l'occasion de la publication de 2 articles sur la situation égyptienne. Le fait nouveau, c'est l'inquiétude devant la possibilité pour les Italiens d'utiliser l'arme du nationalisme. Déjà transparente dans les articles de la fin 1935 traitant de la politique britannique en Égypte, une suite logique s'impose dans les articles du début 1936 traitant de la politique française en Afrique du Nord et en Syrie. Face à l'offensive italienne et allemande, il faut préserver le statu quo. Désormais, les revendications indépendantistes sont occultées, les dangers de manipulation fasciste et nazie sont soulignés et seules les revendications démocratiques sont avancées. Ainsi, début 1937, Gabriel Péry parle de préserver l'Afrique du Nord de la menace allemande, et il laisse entendre que les révoltes indépendantistes au Maroc contre la France auraient pu être le produit de la propagande machiavélique de Franco. Se tournant pour préserver ce que la propagande communiste dénommait il y a peu le statu quo impérialiste, s'accélère nettement lors des années 1938 à 1939.
Prenons par exemple un article publié à la mi-1938 et intitulé « Le mouvement panarabe et les plans du fascisme ». Cet article prend le contre-pied de la plupart des récurrentes analyses antérieures. Loin de vouloir avant tout ébranler l'équilibre existant, l'auteur souligne l'offensive hitlérienne dans le monde arabe. En prenant quelques exemples locaux, il évoque l'organisation des jeunes Égyptiens qui, bien que favorables à l'indépendance nationale de l'Égypte, sont qualifiés de fascistes liés à l'Italie, tandis qu'on évoque la propagande allemande, dirigée contre l'Angleterre, qui se sert du mouvement pan-islamique et aussi des sentiments antisionistes et hostiles aux Juifs des Arabes. On apprend ainsi que l'Allemagne aurait organisé des transports d'armes qui parviennent en Palestine à l'adresse des organisations terroristes arabes. Nous sommes désormais loin du soulèvement anti-impérialiste. Pour autant, sur la question palestinienne, l'impression qui domine est quand même celle d'une grande confusion. Ainsi, au début de l'année 1939, le même article parvient à la fois à exalter le grand mufti de Jérusalem, censé représenter la véritable tendance anti-impérialiste du mouvement palestinien, et à offrir en conclusion la perspective que les Juifs et les Arabes puissent collaborer à maintenir et à développer, pour le bien des Arabes comme des Juifs, tout ce que de vaillants colons juifs ont créé dans le pays. Mais 3 semaines plus tard, ce même grand mufti est devenu un agent hitlérien et les antagonismes arabo-juifs ne sont plus le fait ni du sionisme ni de l'impérialisme britannique, mais sont désormais le fait des agents des puissances fascistes. À l'inverse, les propositions britanniques du printemps 1939 sont maintenant présentées de façon positive et au même moment, le chef des communistes libanais salue désormais la présence française en déclarant « Les fascistes veulent envahir notre terre. Non. Ils ne le pourront pas, car nous nous sacrifierons pour l'indépendance de notre beau pays et parce que la France démocratique est à notre côté. » À nouveau, l'islam est invoqué, mais cette fois-ci, comme levier non plus contre la domination impérialiste mais contre les puissances fascistes. Un article est publié dont le titre est explicite « La barbarie fasciste contre les peuples de l'islam », et le journal du Comintern reproduit une déclaration du grand chef religieux Cheikh Kamel, disant que les musulmans dans le monde entier sont indignés de cette agression. Il s'agit de l'intervention italienne en Albanie commise par un pays fort contre L', unique nation islamique indépendante en Europe. Naturellement, les raisons de cette quasi-complète volte-face sont évidentes et un article alambiqué début 1939 en donne les clés au cadre communiste. Considéré dans la perspective de la situation internationale actuelle, où le fascisme avance et conquiert des bases stratégiques aux dépens des démocraties, la lutte en Palestine a aujourd'hui cessé d'être une lutte purement spécifique des masses arabes contre l'impérialisme britannique et la pénétration sioniste. Cette lutte est maintenant devenue plus complexe, et elle est soumise à l'influence des buts de guerre de l'axe fasciste contre les démocraties aux dépens des peuples de Palestine. Autrement dit, la lutte nationale palestinienne contre l'Angleterre et le sionisme est désormais surdéterminée par la lutte internationale des pays démocratiques contre le fascisme. Comment conclure autrement que sur la grande souplesse du bolchevisme international? Loin d'être dogmatique comme on le présente souvent, il peut, y compris dans sa phase stalinienne, puiser dans son capital théorique pour s'adapter et justifier la mouvance de sa ligne politique. Et il s'avère capable d'utiliser toutes les armes possibles, des plus nobles comme l'aspiration à l'indépendance chez les peuples colonisés, aux plus méprisables comme les pogroms antisémites, en passant par les plus étrangères à sa culture politique d'origine comme l'islamisme, afin de faire avancer ce qu'il définit être la voie révolutionnaire. Pour autant, il ne s'agit nullement d'un syncrétisme politique, la naissance d'un communisme islamique, ni a fortiori d'une conversion idéologique, mais tout simplement d'une figure parmi d'autres au sein de la multitude des instrumentalisations opérées par cette idéologie conquérante au XXe siècle. Le fascisme italien et le monde arabo-musulman, les cheminements de l'historiographie. Olivier Forline. Sans que cela constitue une véritable surprise au regard de la manière dont fut écrite pendant assez longtemps l'histoire de la colonisation italienne sous le fascisme, celle des relations entre le fascisme italien et le monde arabo-musulman, est demeurée jusque vers le milieu des années 1980 un des angles morts de l'historiographie italienne. Si l'on étend l'enquête aux historiographies françaises et britanniques,
il est possible de ramener d'une décennie tout au plus le délaissement de la question par les historiens. Pareil retard impose d'en rechercher les facteurs explicatifs, avant d'examiner les deux champs principaux que des historiens ont défrichés depuis la seconde moitié des années 1970. Celui des relations politiques et diplomatiques que le régime fasciste a nouées avec des mouvements nationalistes ou des pays arabo-musulmans, et celui de la politique menée en direction des populations arabo-musulmanes dans les colonies avec au centre des problématiques la question du racisme. Ces deux domaines sont les objets de débats, parfois de controverses, historiographiques. Une histoire longtemps atone. Un angle mort de l'historiographie italienne. Le déficit des études historiques sur les relations entre le fascisme et l'Orient tient à 4 facteurs. 3 sont d'ordre historiographique, l'un est de nature idéologique. Le premier renvoie à l'histoire de la colonisation italienne sous le fascisme, dont celle des rapports entre le régime fasciste et le monde arabo-musulman constitue un des champs. Or, cette histoire a longtemps été placée sous le double signe jusqu'au tournant des années 1970 à 1980, du débat manqué et de la mythification. Au moment de la perte de ces colonies par l'Italie lors du traité de paix de Paris en 1947, les autorités politiques refusèrent d'ouvrir une réflexion sur le passé colonial, ce qui contribua à bloquer une recherche historique indépendante. Par ailleurs, le ministère des Affaires étrangères encouragea la création d'un comité pour la documentation de l'œuvre des Italiens en Afrique chargé de la publication, à partir de 1953, de l'Italia in Africa dont les 50 volumes devaient établir un bilan de la présence italienne en Afrique. Composé d'ex-acteurs de la colonisation et d'historiens formés sous le fascisme, le comité rendit une copie sans faute mettant en avant les mérites de l'action italienne outre-mer et construisant le mythe d'une colonisation différente de celle des autres métropoles, humaniste, mise en œuvre par de bons Italiens incapables de violence à l'égard des indigènes. Les pages sombres, violence de masse, politique raciale, de cette épopée étaient relativisées. Enfin, l'étude de la période coloniale fasciste était délaissée au profit de celle de l'Italie libérale. Dans ces conditions, en dépit de travaux venus de l'étranger et de chapitres dédiés à la question dans des ouvrages sur la politique étrangère du fascisme qui amorçaient alors, au tournant des années 1960 à 1970, son renouvellement, Giorgio Rocha déplorait en 1973 les lacunes entourant la connaissance de l'histoire coloniale sous le fascisme. On savait peu de choses des modalités de la conquête de l'Abyssinie et des répressions perpétrées dans diverses parties de l'Empire, notamment en Libye en 1929 à 1931 et en Éthiopie en 1936 à 1941. Un autre facteur concerne l'histoire de l'antisémitisme fasciste, qui est une donnée du rapprochement entre le fascisme et les mouvements arabo-musulmans. Or, le refoulement mémoriel et le retard des études historiques concernant le phénomène, dans les deux cas jusqu'à la seconde moitié des années 1980 et le cinquantenaire des lois raciales de 1938, se sont assez logiquement accompagnés d'une faiblesse des travaux sur les rapports entre le fascisme et l'Orient. Le troisième facteur est lié à l'occultation de la dimension révolutionnaire du fascisme dans l'historiographie, jusqu'à la publication par De Felice du 4e volume de sa biographie de Mussolini en 1974, suivi de l'Intervista sul fascismo à forte charge polémique. C'est en effet parmi les représentants du fascisme mouvement, distingué du fascisme régime traditionnaliste, que l'on cherchait à promouvoir la révolution fasciste censée accoucher d'un nouvel ordre international à travers la constitution de l'espace vital italien en Méditerranée et en Afrique. La perspective supposait une alliance avec les mouvements nationalistes et les pays arabo-musulmans, afin d'évincer les empires britanniques et français de Méditerranée. Enfin, le dernier motif, idéologique, est mentionné par Juliette Bessy dans un article que l'historienne a consacré aux relations entre Chekib Arslan et le fascisme. Après avoir indiqué la difficulté à rassembler des archives, parfois perdues, ou fermées aux chercheurs ou encore affectées de lacunes, sur les rapports entre mouvements nationalistes arabo-musulmans et États fascistes, elle pointe la véritable hypothèque de nature politique et idéologique qui pèse sur la question des rapports entre nationalisme et fascisme. Considérant le fascisme comme impérialiste par essence,
une partie des historiens se réclamant de l'antifascisme eurent du mal à concevoir qu'il eût une politique extérieure aux accents anti-impérialistes. Si l'on inverse la perspective, au regard de la politique tiers-mondiste menée par certains leaders des régimes arabes dans les années 1950 à 1960, l'Égypte de Nasser à partir de 1954, le régime syrien fondé sur le parti Baas, et donc de la charge positive dont ils furent entourés, d'aucuns eurent des difficultés à admettre que ces mêmes dirigeants étaient rapprochés des régimes fascistes et nazis, parfois inspirés de leur idéologie avant et pendant la guerre. Un tabou idéologique aurait ainsi contribué à laisser en friche, jusqu'aux années 1980, l'étude de la politique fasciste en direction du monde arabo-musulman. Les lents progrès de l'historiographie des relations entre fascisme et monde arabo-musulman. La situation a commencé à changer à partir de la seconde moitié des années 1970. Ce sont des historiens français et britanniques spécialistes de l'Italie qui se sont alors intéressés aux relations entre le fascisme et le monde arabe. Daniel Grange, un temps en poste au Maroc avant de rejoindre l'université de Grenoble, a eu l'opportunité de dépouiller, aux archives générales du royaume arabe, les écoutes radiophoniques de Radio Bari réalisées de septembre 1937 jusqu'à la guerre par les services français. Il en a tiré 2 articles publiés en 1974 et 1976 dans la revue Relations internationales, consacrés à l'analyse de la propagande radio du fascisme en direction du monde arabo-musulman. Forte d'une hégémonie radiophonique en Méditerranée, l'Italie avait lancé en 1934, à l'initiative de Ciano, les émissions en arabe de Radio Bari. L'historien se livrait à l'examen d'une technique de propagande moderne, avant d'identifier les thématiques développées. Images que l'Italie cherchait à donner d'elle sur la scène internationale et arguments déployés pour convaincre le monde arabo-musulman. Il replaçait enfin le système de propagande dans le contexte de rivalité opposant les puissances en Méditerranée, en particulier celle entre l'Italie et la France. Presque au même moment, en 1977, un Britannique publiait un article sur la propagande arabe de Radio Bari et les tentatives de la contrer par la Grande-Bretagne. 4 ans plus tard, Juliette Bessy publiait sa thèse intitulée La Méditerranée fasciste. L'Italie mussolinienne et la Tunisie. Dans cette recherche au croisement de l'histoire des relations internationales et de celle de la colonisation, la Tunisie était étudiée comme enjeu des politiques fascistes et françaises de l'entre-deux-guerres jusqu'en 1943. Estimé par l'auteur à environ 120 000 personnes à la fin des années 1930, contre 60 000 colons français et issus d'autres nationalités européennes, la colonie italienne de Tunisie représentait un enjeu important pour la diplomatie fasciste. Au terme d'une approche assez neuve pour l'époque, l'historienne a montré l'encadrement croissant des colons italiens via le consulat et les organisations fascistes. Le régime cherchait bien entendu à les utiliser à des fins politico-diplomatiques, et aussi, en diffusant le fascisme, à constituer en Tunisie une petite patrie fasciste comme il le fit dans d'autres pays d'accueil de l'émigration italienne. La politique en direction des Tunisiens, notamment le soutien politique et financier apporté au mouvement nationaliste, l'archéo-destour et surtout le néo-destour d'Habib Bourguiba, était également examinée. Une politique non exempte de contradictions, l'Italie ayant pour projet ultime de se substituer à la France en tant que puissance coloniale. Parallèlement, Juliette Bessy a analysé dans 2 articles la figure de Chekib Arslan. Dans l'un, publié en 1978 dans la revue historique, elle montra comment le Syrien, un des leaders du nationalisme arabe et du pan-islamisme, exerça une influence sur les dirigeants des mouvements nationalistes au Maghreb en lutte contre la colonisation française. Le second, paru en 1984, s'intéressait aux relations d'Arslan avec l'Italie fasciste. Nouées dès 1922, elles se détériorèrent au moment de la répression en Libye, critiquées entre 1930 et 1933 avec virulence par le leader arabe, notamment dans la revue qu'il dirigeait à Genève, La Nation arabe. Un retournement intervint après 1933 marqué par un appui du fascisme au mouvement nationaliste et une contribution d'Arslan, par exemple à travers les émissions de Radio Bari, à la propagande italienne en direction du Maghreb.
L'historienne expliquait l'attitude du Syrien en invoquant sa vénalité. Il reçut un soutien financier italien significatif, et une politique opportuniste consistant à s'allier avec les ennemis de ses ennemis, soit l'Italie fasciste rivale des puissances dominant le monde arabe, France et Grande-Bretagne. Débat et controverses historiographiques. Les interprétations d'effets lycéennes, la continuité de la politique méditerranéenne et arabe du fascisme. Après ces avancées historiographiques venues de l'extérieur, ce fut au tour de l'historiographie italienne d'aborder le thème des relations entre fascisme et monde arabo-musulman. L'initiative vint de la rédaction de la revue Storia Contemporanea dirigée par Renzo de Felice, qui publia fin 1986 un numéro spécial intitulé Ebrei e Arabin et la politica mediterranea del fascismo. Plusieurs textes concernaient le monde arabo-musulman. L'un était dédié à l'Institut pour l'Orient de sa fondation en 1933 à la guerre mondiale, Mario Giro, un autre au mouvement des chemises vertes égyptiennes face à la politique italienne en Égypte, Mario Tedeschini Lali. Un troisième concernait la publication de documents, issus du cabinet du ministre des Affaires étrangères, il venait alors des apostrophes « Être ouvert aux chercheurs », présenté par Luigi Golia sur les relations entre Amin Ali al-Husseini, mufti de Jérusalem et chef du mouvement national palestinien, et Mussolini. Luigi Golia, qui avait auparavant travaillé sur l'histoire de la question palestinienne, eut un rôle important aux côtés de Felice pour donner en Italie un élan à l'histoire des rapports entre fascisme et monde arabe. Enfin, un copieux article sur les Arabes et le Moyen-Orient dans la stratégie de Mussolini, 1940 à 1943, était signé de Felice. Ce texte fut intégré 2 ans plus tard à l'ouvrage Il Fascismo e l'Orient consacré, à côté des relations entre le fascisme et le monde arabe, à celle entretenue avec le mouvement sioniste et avec l'Inde. C'était à l'origine un long chapitre de l'un des volumes de la biographie de Mussolini sur les premières années de la guerre. Si l'oncle Emilio Gentile suggéra à de Felice de le publier indépendamment de l'ouvrage sur le Duce. Établissant une périodisation des relations politiques, reconstituée avec minutie entre le fascisme d'un côté, les pays et les mouvements nationalistes arabo-musulmans, de l'autre, de Felice structurait sa réflexion autour de 3 idées maîtresses. L'une concernait le rôle de Mussolini qui, selon l'historien, aurait voulu et conduit cette politique arabe. Pourtant, selon certains critiques, la lecture de l'œuvre laissait le sentiment que le Duce n'aurait pas contrôlé toutes les initiatives prises par certains responsables fascistes, notamment après le début du conflit. Une critique entrant en résonance avec celle formulée par Gianpasquale Santomassimo à l'encontre du volume de Felice, sur le Duce dédié aux années de la RSI, 1943 à 1945, qui parle du fantôme de Mussolini. Soit l'idée d'un dictateur tout-puissant à qui pourtant aurait échappé une partie des décisions politiques. Le deuxième axe de l'étude concerne l'interprétation de l'alliance contractée avec le fascisme par les leaders nationalistes arabes. Ont-ils agi par opportunisme, trouvant dans l'appui italien un levier pour faire avancer leur cause contre les grandes puissances coloniales ? Ou bien des motivations idéologiques, attrait pour le fascisme, sont-elles à prendre en considération dans leur choix ? De Felice répond ici, en cohérence avec sa conception du fascisme, tendant à décliner le phénomène au singulier et à le considérer comme proprement italien. Il exclut de la catégorie les mouvements nationalistes arabes qui auraient agi par calcul politique. Un point de vue partagé par Luigi Golia. La troisième ligne de force a trait à l'objectif majeur poursuivi par le fascisme dans cette politique pro-arabe. Concevant l'Italie comme pont entre Orient et Occident en Méditerranée, il aurait placé ses pas dans ceux de l'Italie libérale, définissant une politique patriotique et non proprement fasciste. La lecture de Felice est en cohérence avec ses précédentes analyses sur la politique extérieure fasciste qu'il inscrit dans la lignée de celle du régime précédent. Pour Luigi Golia, ce sont les diplomates du ministère des Affaires étrangères, représentant des couches dirigeantes traditionnelles, qui ont pensé la politique arabe des années 1930 comme un moment de la politique traditionnelle d'expansion italienne en Méditerranée orientale, tandis que Mussolini et Ciano en avaient une conception purement instrumentale et opportuniste. De Felice affirme enfin,
l'existence d'une continuité cette fois avec la politique poursuivie par l'Italie républicaine. Il est ici possible que l'historien, que l'on sait proche du PSI, voulait apporter une légitimité à la politique arabe de l'Italie des années 1980. Ce fut celle de Bettino Craxi lors de l'affaire de l'Achille Lauro, octobre 1985, par laquelle le président du Conseil affirma la primauté de la politique arabe de l'Italie sur la solidarité avec les États-Unis. La politique arabo-musulmane du fascisme, une rupture idéologique? D'autres historiens font une lecture différente de la politique arabo-musulmane du fascisme. S'ils admettent que des éléments de continuité ont bien existé entre le fascisme et la période libérale, articulés autour de la conception de l'Italie comme pont entre Méditerranée occidentale et orientale, ils insistent sur les singularités de cette politique. Elle serait inscrite dans le projet fasciste de bâtir un espace vital italien en Europe méditerranéenne et en Afrique. La notion utilisée par Juliette Bessi est reprise par Marco Antonzir, géopolitologue italien originaire de Trieste. Il est l'auteur de plusieurs études sur la revue Geopolitica, publiée entre 1939 et 1942 à Milan. Elle fut animée par des politologues et des géographes triestins, et codirigée par Giorgio Roletto et Ernesto Massi. Ce dernier était lié au milieu de l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, ISPI de Milan créé en 1934 qui fut un autre pôle intellectuel où s'élaborèrent les projets expansionnistes du fascisme. Ils défendaient l'idée d'un fascisme universel et révolutionnaire, désireux de bâtir un nouvel ordre en Méditerranée et en Afrique, et firent de leur périodique un des lieux où se construisit le projet d'espace vital. L'idée est également présente dans l'ouvrage de Stefano Fabei sur les relations entre fascisme, nazisme et monde arabo-musulman, paru en Italie en 2002 et exploré par Davide Rodogno, dans ses recherches sur les politiques d'occupation de l'Italie fasciste en Europe en 1940 à 1943. Certains de ces travaux, ceux de Stefano Fabei en particulier, sont récupérés en France par l'extrême droite nationaliste et révolutionnaire qui d'ailleurs, a fait traduire l'ouvrage de Fabei aux éditions Acribeia en 2006. Les représentants de cette mouvance estiment que le fascisme a eu un projet en direction du monde arabo-musulman consistant à permettre, sous sa tutelle, un rapprochement Orient et Occident et bâtir un nouvel ordre méditerranéen, conçu comme une alternative au système capitaliste comme au communisme. On retrouve ici la vision portée par le fascisme, mouvement qui a soutenu les organisations nationalistes d'émancipation du monde arabe, dès les origines du fascisme. Aussi, sur les sites internet de l'extrême droite nationale révolutionnaire sont mentionnés des discours de Mussolini de 1919 à 1920 alimentant cette idée, tandis que sont rappelées ses origines socialistes. Une convergence idéologique entre le fascisme et les mouvements nationalistes arabes se serait affirmée, articulée autour de deux piliers. L'anti-impérialisme, nourrissant l'objectif d'évincer la Grande-Bretagne de Méditerranée, et l'antisémitisme, le sionisme étant soutenu par la puissance britannique. C'est le courant nationaliste et catholique traditionnel, l'un des piliers du fascisme régime, qui aurait fait échouer le projet. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.